Le jour où j'ai signé ce document, j'ai cru sauver ma fille, mais c'était moi qui venais de signer ma condamnation. Abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne pour ne manquer aucune de mes histoires. Permettez-moi de revenir 3 mois plus tôt, quand tout a basculé. Mon mari venait de mourir après 42 ans de mariage, et je me retrouvais face à une montagne de paperasse que je n'avais jamais eu à gérer. Henri s'occupait de tout, les factures, les comptes, les assurances. Moi, j'étais professeur de français au lycée, mais les chiffres, c'était son domaine. Dans le salon silencieux de notre pavillon de Rueil-Malmaison, entouré d'enveloppes de la caisse de retraite, de la CPAM, des impôts, je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Mes mains tremblaient en ouvrant chaque courrier, pas seulement de chagrin, mais de cette peur sourde qui vous prend quand vous réalisez que vous ne maîtrisez rien. C'est là que Marie, ma fille unique, a sonné à la porte. « Maman, on ne peut pas continuer comme ça », m'a-t-elle dit en découvrant l'amoncellement de papiers sur la table du salon. Elle avait cette voix douce mais ferme que je lui connaissais depuis l'enfance, celle qu'elle utilisait pour me convaincre de la laisser sortir plus tard le samedi soir. « Tu vas te rendre malade avec tout ça. » Marie était directrice commerciale dans une grande entreprise de télécommunications. Elle avait toujours eu cette aisance avec les chiffres que moi je n'avais jamais eue. En la regardant trier mes documents avec l'efficacité d'une professionnelle, j'ai senti un immense soulagement. Enfin, quelqu'un prenait les choses en main. « Écoute, maman, » m'a-t-elle dit en s'installant sur le canapé fleuri qu'Henri et moi avions choisi 20 ans plus tôt, je propose qu'on ouvre un compte joint. Tu y verses ta pension, et moi je m'occupe de tout, les factures, les courses, la mutuelle. Comme ça, tu n'auras plus à te soucier de rien. L'idée me semblait lumineuse. Marie connaissait les banques, les procédures, elle savait négocier. Moi, je ne savais que corriger des copies et expliquer Baudelaire à des adolescents. Dans ce nouveau monde de veuvage où tout me paraissait hostile et incompréhensible, elle était ma bouée de sauvetage. Nous sommes allés ensemble à la Banque Populaire où Henri et moi avions nos comptes depuis des décennies. Monsieur Dubois, notre conseiller, avait cette expression légèrement inquiète que j'ai appris à reconnaître plus tard. Mais Marie était si convaincante, si professionnelle dans ses explications, qu'il a fini par préparer les documents. « Vous comprenez bien, Madame Moreau, que votre fille aura accès à tous les fonds de ce compte ?» m'avait-il demandé. J'avais hoché la tête sans vraiment écouter. Marie était ma fille. Marie était tout ce qui me restait. Les premiers mois ont été un rêve. Chaque jeudi, elle venait faire les courses. Elle avait organisé tous les prélèvements automatiques, payé les arriérés d'EDF que j'avais accumulés par négligence. Mon réfrigérateur était toujours plein, mes médicaments renouvelés à temps. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, je dormais paisiblement. Marie avait même insisté pour que les relevés bancaires soient envoyés chez elle. « Comme ça, tu n'auras pas à t'embêter avec ça, maman. S'il y a un problème, je te préviens immédiatement. » Mais l'être humain est une créature d'habitude, et moi, j'avais l'habitude de connaître mes finances. Au bout de quelques mois, cette ignorance a commencé à me peser. Quand je demandais des détails sur mes dépenses, Marie répondait avec des généralités. « Oh, tu sais, entre les courses, les factures, les médicaments, ça va vite. » Le premier signal d'alarme est arrivé un mardi de novembre. J'étais chez le pharmacien, Monsieur Levasseur, qui tenait l'officine du quartier depuis 15 ans. Ma carte a été refusée pour mes médicaments contre l'hypertension. « C'est curieux, » a murmuré Monsieur Levasseur en réessayant la transaction. « Votre compte semble limité. » Marie m'a expliqué plus tard qu'il y avait eu un petit problème technique avec la banque, que tout était réglé. Elle m'a donné l'argent liquide pour mes médicaments et m'a promis de vérifier avec Monsieur Dubois. Mais les petits problèmes se sont multipliés. Ma carte refusée chez Monoprix. Le coiffeur qui me demandait de repasser plus tard pour régler. Des lettres de la sécurité sociale que je ne recevais plus. Et puis, il y a eu cette visite chez Marie. J'étais venu lui apporter des confitures que j'avais faites avec les prunes de mon jardin, comme chaque année. En entrant dans sa cuisine, j'ai remarqué des choses nouvelles. Une machine Nespresso dernière génération,
un robot de cuisine KitchenAid rouge flambant neuf, des casseroles Le Creuset qui brillaient dans la lumière. « Tu as refait ta cuisine ?» ai-je demandé, admirative mais surprise. « Oh, quelques petites améliorations » a-t-elle répondu en détournant le regard. « Tu sais, avec mon augmentation ?» Sur le plan de travail en granit noir, un reçu de carte bancaire dépassait d'un livre de cuisine. Machinalement, mes yeux l'ont parcouru, 1247 € chez Galeries Lafayette. Le nom sur la carte était le mien. Mon sang s'est figé. Ce reçu était daté de la semaine précédente, un jour où j'étais resté chez moi toute la journée à regarder des chiffres et des lettres. « Marie, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas, peux-tu m'expliquer ce reçu ?» Elle a pâli, puis s'est ressaisie avec cette rapidité qui m'a toujours impressionné chez elle dans le travail. « Maman, j'ai acheté quelques affaires pour toi aussi. Des sous-vêtements, un manteau pour l'hiver. Je ne voulais pas t'ennuyer avec ça. Mais je n'avais reçu aucun paquet, aucun vêtement neuf. Cette nuit-là, j'ai très mal dormi. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler et l'image qui apparaissait me terrorisait. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois, je suis allé à la banque. Monsieur Dubois m'a reçu avec la même expression inquiète que le jour de l'ouverture du compte joint, mais cette fois, l'inquiétude était justifiée. « Madame Moreau, votre compte est dans le rouge depuis 6 semaines. Il y a eu des retraits importants, des virements vers d'autres comptes, et il semble qu'un crédit à la consommation ait été contracté en votre nom. Ma pension de 1800 € par mois avait été aspirée chaque mois, plus 500 € supplémentaires prélevés sur un crédit que je n'avais jamais demandé. 15 000 € avaient disparu en l'espace de quelques mois. Mais c'est impossible, ai-je murmuré. Je n'ai signé aucun crédit. Monsieur Dubois m'a montré les documents. Ma signature y était, parfaitement imitée. Marie avait dû s'entraîner. Le monde s'effondrait autour de moi. Ma fille, mon unique enfant, celle en qui j'avais placé toute ma confiance, m'avait volé. Plus que volé, elle m'avait trahi avec une méthodologie qui révélait des mois de planification. Confrontée aux preuves, Marie a d'abord nié, puis minimisé, puis retourné la situation contre moi. « Tu ne comprends pas la pression que j'ai, maman. Mon crédit immobilier, les études de Thomas, mes frais professionnels. J'avais l'intention de tout rembourser, mais avec la crise. » Elle pleurait, et pendant un instant, j'ai failli céder. Mais les chiffres étaient là, implacables. Elle n'avait pas emprunté par désespoir, elle avait organisé un système de détournement. Aller au commissariat a été l'une des choses les plus difficiles de ma vie. Déposer plainte contre sa propre fille, c'est avouer un échec parental qui vous suit partout. L'accueil a été glacial. Le brigadier-chef qui a pris ma déposition avait l'air de penser que j'étais une vieille femme qui cherchait à créer des problèmes familiaux. « Madame, vous êtes sûre que vous ne voulez pas régler ça en famille ?» La famille, justement, s'est retournée contre moi. Mon beau-frère, la sœur de Marie, mes quelques amis encore vivants, tous pensaient que j'exagérais, que Marie avait peut-être fait quelques erreurs mais qu'elle ne méritait pas un procès. À votre âge, Madeleine, vous devriez chercher la réconciliation, pas le conflit, m'a dit ma belle-sœur Françoise lors d'un déjeuner tendu. Mais j'avais trouvé une alliée inattendue, maître Sophia Ben Ali, une jeune avocate spécialisée dans les affaires de violences économiques intrafamiliales. Elle avait 35 ans, le regard intelligent et une détermination qui m'a redonné espoir. « Madame Moreau, vous n'êtes pas la première, et malheureusement, vous ne serez pas la dernière. L'escroquerie intrafamiliale touche 15% des personnes âgées en France. C'est un fléau invisible. » Le procès a duré 8 mois. Marie avait engagé un avocat qui a tenté de me faire passer pour une femme sénile, manipulatrice, qui cherchait à récupérer un héritage qu'elle avait déjà donné. Entendre ma fille mentir sous serment, la voir construire une version des faits où j'étais le bourreau et elle la victime, a été une torture. Mais la vérité était dans les chiffres, et les chiffres ne mentent pas. Le juge a prononcé une condamnation avec sursis et l'obligation de rembourser. Marie a évité la prison,
Mais elle a perdu sa crédibilité et une partie de son travail quand l'affaire a été étalée dans le Parisien local. La victoire judiciaire n'a pas effacé l'humiliation financière. À 66 ans, j'ai dû apprendre à vivre avec 800 € par mois, le temps que les remboursements se mettent en place. J'ai vendu quelques bijoux d'Henri, pris des habitudes d'économie que je n'avais jamais eues. Mais j'ai aussi découvert des ressources en moi que j'ignorais. J'ai appris à utiliser Internet, à gérer mes comptes en ligne, à comprendre les subtilités de la fiscalité. Cette compétence forcée m'a rendu ma dignité. L'Association France Victimes m'a proposé de témoigner dans des conférences sur la maltraitance financière des seniors. Au début, j'étais réticente. Étaler sa honte publiquement n'est jamais facile. Mais j'ai découvert que mon histoire n'était pas unique et qu'elle pouvait aider d'autres personnes à éviter le piège. Aujourd'hui, je donne 3 conférences par mois dans des mairies, des centres sociaux, des résidences seniors. Je raconte comment l'amour aveugle peut devenir une arme entre les mains de ceux qui devraient nous protéger. Il y a 3 semaines, Marie est revenue. Elle a sonné à la porte de notre ancienne maison un dimanche après-midi, avec des fleurs et des excuses préparées. Elle avait maigri, ses cheveux avaient grisonné, et dans ses yeux, j'ai vu une sincérité que je ne lui connaissais pas depuis l'enfance. « Maman, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai besoin que tu saches que je regrette. Profondément. » Nous avons parlé 2 heures sur le pas de la porte. Elle m'a expliqué ses problèmes financiers, sa pression professionnelle, sa peur de décevoir son mari et son fils. Elle m'a demandé si nous pouvions recommencer, peut-être lentement, avec prudence. J'ai écouté, j'ai compris, et j'ai même ressenti de la compassion pour cette femme de 43 ans qui était aussi ma petite fille. Mais quelque chose en moi avait définitivement changé. « Marie, lui ai-je dit en fermant doucement la porte, je te pardonne. Mais pardonner ne veut pas dire oublier, et oublier ne veut pas dire recommencer. » À travers la vitre, j'ai vu ses épaules s'affaisser. Elle est restée quelques minutes sur le perron, puis elle est repartie vers sa voiture. En tournant la clé dans la serrure, j'ai senti un poids énorme quitter mes épaules. Cette porte fermée n'était pas un rejet, c'était un choix. Le choix de protéger la paix que j'avais mis 3 ans à reconstruire. Ce soir-là, en préparant ma conférence pour la mairie de Boulogne, j'ai réalisé quelque chose. La vraie victoire n'était pas la condamnation de Marie, ni même le remboursement qui arrivait par petites sommes chaque mois. La vraie victoire, c'était cette femme de 67 ans qui avait appris à dire non, même à sa propre fille. Cette femme qui avait transformé sa naïveté en sagesse, sa vulnérabilité en force. Dans le reflet de la fenêtre de ma cuisine, j'ai aperçu Henri qui me souriait. Peut-être était-ce un tour de mon imagination, mais j'ai eu l'impression qu'il était fier de moi. Fier de cette femme qu'il avait aimée et protégée, et qui avait appris à se protéger elle-même. La confiance brisée ne se répare pas avec des excuses, même sincères. Elle se reconstruit avec du temps, de la prudence, et parfois, elle ne se reconstruit jamais. Et c'est normal. Aujourd'hui, mes comptes sont équilibrés, ma vie est stable, et ma conscience est en paix. J'ai payé le prix fort pour apprendre que l'amour maternel ne doit jamais être aveugle, mais j'ai survécu à la leçon. Et chaque fois qu'une femme de mon âge me remercie après une conférence en disant qu'elle va faire attention aux documents qu'on lui fait signer, je sais que Marie ne m'a pas seulement volé de l'argent. Malgré elle, elle m'a aussi donné un but.